Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du nouveau chapitre de Berserk, le chapitre 372. Contrairement à la dernière fois, même si ce chapitre est plutôt bref, je ferai une vidéo à part entière pour celui-ci, quitte à ce que la review soit un peu plus courte qu'habituellement. Dans cette vidéo, on va revenir sur les infos importantes de ce fameux chapitre et sur ce qui se passe dans celui-ci. Et ensuite, j'essaierai de vous proposer une analyse détaillée de ce dernier. Je tiens comme toujours à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien après tous ces mois d'inactivité. On a passé les 4000 abonnés, donc merci. Pour ceux qui n'ont pas vu le message que j'ai mis dans l'onglet communauté de la chaîne, je vous prépare une grosse vidéo pour mon retour, et elle sortira peu de temps après cette review. Nous nous retrouvons donc directement après la destruction d'Elfheim pour l'inauguration d'un nouvel arc dont on ne connaît pas encore le nom. Avec une superbe page de couverture en couleur qui présente Casca debout, tenant une épée ensanglantée, et le visage de Griffith en arrière-plan. Et nous pouvons déjà supposer que nous aurons affaire à ce qui s'apparente à la quête de rédemption de Casca. Nous quittons donc le point de vue de Guts, et du reste de sa bande restés sur le bateau, même si je pense que nous aurons toutefois droit aux deux points de vue simultanément au fil des chapitres. Le chapitre s'ouvre sur ce que voyait Casca depuis les airs, ayant certainement tout juste repris ses esprits. À la manière de la planche sur laquelle Guts tendait le bras vers le ciel, on voit la main de Casca à travers ses yeux, tendue vers l'île en ruine, et s'inquiétant de voir la silhouette de Guts disparaître au loin. Casca finit par se réveiller dans une chambre royale aussi luxueuse que vide, avec pour seul mobilier un lit en son centre, au milieu duquel se trouve Casca, dans la solitude la plus totale. Griffith a donc réussi son plan. Casca est auprès de lui, à Falconia. Sa seule et unique faiblesse, que constituaient les fuites intempestives du Moonchild à la recherche de sa mère, est écartée. La jeune femme finit donc de se réveiller, pensant avoir fait un rêve. Entourée d'une myriade de servantes, elle est d'abord préparée, puis habillée d'une robe pourpre, qui n'est pas sans rappeler le thème du faucon, avec ses multiples plumes. Et Casca ne semble pas faire de remarques sur le fait de porter cette robe, et cela est vraiment étrange, étant donné que durant l'âge d'or, nous avons vu lors du bal que la guerrière détestait ce genre d'accoutrement. Casca continue malgré tout son chemin dans le palais, guidée par ses servantes. Elles aperçoivent alors l'Arbre-Monde, au pied duquel se tient Falconia, et un département de la nouvelle bande du Faucon, s'apprêtant à partir en campagne. À la seule mention de ce nom, des larmes coulent le long des joues de Casca, sans que cette dernière n'exprime plus d'émotion, juste naturellement. S'ensuit alors une multitude de planches, dans lesquelles nous voyons ce qui ressemble au nouveau quotidien de Casca, sans savoir depuis combien de temps elle se trouve ici. On la voit au milieu d'enfants, en train de boire, de manger, sans un mot ou un bruit, coincée dans ce qui semble être un jour sans fin. Et il est intéressant de noter qu'au fil de ces planches, Casca a toujours les yeux fermés, comme si elle était en plein rêve. Ce n'est qu'au moment de prendre son bain qu'elle ouvre les yeux, semblant apercevoir quelque chose dans le reflet de l'eau. Elle entrevoit ses amis, ceux qui ont veillé sur elle durant sa léthargie, et se demande qu'est-ce que c'est, comme si elle avait de nouveau perdu la mémoire. Mais, en se concentrant, et en plongeant son regard plus intensément dans l'eau claire, elle réalise qu'elle reconnaît ces gens, et devient alors incontrôlable. Elle tente de fuir, mais se retrouve encerclée par des gardes, et s'ensuit alors une magnifique scène, qui, je dois l'avouer, m'a fait le plus grand plaisir. On y voit Casca s'emparer d'un vase qu'elle lance d'abord sur les gardes, avant d'asséner un incroyable coup de pied sur l'un d'eux, tout en lui retirant son épée, avec laquelle elle finira par lui trancher le bras. On reconnaît bien là la Casca guerrière des premiers tomes, et je pense qu'on attendait tous une telle scène depuis que la jeune femme avait retrouvé la mémoire. Casca tente alors de fuir les gardes, les larmes aux yeux. Et on peut voir clairement la confusion dans son regard. Elle ne semble pas savoir où elle est, mais elle sait qu'elle doit retourner sur l'île des elfes, finissant sa course en pensant à Guts et au danger qu'il court actuellement. Elle sait que son enlèvement n'est pas sans conséquence, et que cela va détruire Guts profondément, le conduisant vers une mort certaine, lui qui ne sait pas qu'elle est encore en vie, qu'elle va bien, et qu'elle se bat pour retourner à ses côtés. Mais, à la manière d'un jour sans fin, Casca se réveille encore, dans ce même lit, l'esprit embrumé. On retrouve enfin Griffith, entouré de ses apôtres, Irvine, Locus et Grunbeld, on voit même Zod, dans l'ombre, les bras croisés. Et Irvine dit une chose très intéressante. L'oiseau dort tranquillement dans sa cage, son envol a pris fin. Cela peut signifier que cette fameuse cage se situe à un endroit précis et stratégique de Falconia,
Un endroit où elle peut sortir, manger et se promener. Un endroit où l'enfant de la Lune pourra la rejoindre sans risque. Et ce point est plutôt intéressant étant donné qu'il est très fidèle à la personnalité de Griffith. Lui qui aurait pu enfermer Casca au fin fond d'un donjon sombre dans lequel il aurait pu la torturer, tout comme il aurait pu user de ses pouvoirs maléfiques pour soumettre le peuple et être érigé au rang de dictateur suprême. Il a au lieu de ça décidé de laisser choisir son peuple, ou du moins de créer l'illusion de ce choix, pour apparaître comme l'élu, le Messie salvateur. Comme l'a exprimé Judo, le plus grand pouvoir de Griffith est celui de rassembler les gens. Pour en revenir à Casca, son état laisse à penser qu'elle n'a pas complètement retrouvé la mémoire, mais plus un état de conscience et quelques fragments de son passé. De plus, elle semble être maintenue dans une sorte de rêve éveillé, dans lequel elle n'a pas le contrôle de son corps et de son esprit, ou du moins pas totalement. Comme si un sort lui avait été jeté, un pouvoir est exercé sur Casca. Le chapitre se clôt sur Griffith, contemplant l'arbre-monde et disant simplement « l'Est ». Ses apôtres semblent intrigués par ces mots, et ne semblent pas connaître les plans de leur maître. Mais alors, que se cache-t-il à l'Est? Que prévoit Griffith pour la suite du monde tel qu'il est devenu? Une chose est sûre, l'inébranlable flot des événements se soumet une nouvelle fois à sa volonté. Voilà, c'est tout pour cette review du chapitre 372 de Berserk. J'ai vraiment aimé ce chapitre, et même si j'avoue que le style de dessin me dérangeait au début, après l'avoir relu plusieurs fois pour la vidéo, je m'y suis habitué et je le trouve vraiment excellent. Du coup, n'hésitez pas à me faire vos retours et à partager la vidéo si vous l'avez aimé. J'essaierai d'en faire d'autres si ça vous plaît, et je vous dis à très bientôt.